Europe 1. Europe 1. 11h, 13h. Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Pascal Praud et vous de 11h à 13h et vos réactions 01 80 20 39 21. Bonjour Pascal. Les agriculteurs, bonjour Géraldine, se rapprochent de Paris et du marché de Rungis. Des blindés de la gendarmerie ont été déployés hier soir sur l'A6, à quelques kilomètres justement de Rungis, poumon alimentaire, vous le savez, de l'Île-de-France. Sur certains barrages, la situation s'est quelque peu tendue dans cette région. Je vous propose peut-être d'écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Il était ce matin sur France 2. Les agriculteurs, c'est pas des délinquants. Ils attaquent pas des policiers, des gendarmes à coups de boule de pétanque. On leur a donné des lignes claires, pas rentrer dans Paris, pas bloquer Rungis, pas bloquer les aéroports. Ils ne pourront pas rentrer dans Paris, parce que là, ils ont l'air déterminés à vouloir avancer. J'ai rappelé des lignes claires, des lignes rouges. Voilà, je pense que depuis 10 jours, je montre autant au ministère de l'Intérieur de l'écoute, de l'entente. On n'a pas envoyé ni les CRS ni les gendarmes mobiles contre les agriculteurs qui travaillent durement, dont je connais le difficile métier. Les revendications sont légitimes. La limite, évidemment, de ces revendications, il y a plus de 100 points de blocage. Aujourd'hui, 10 000 manifestants. Ce matin, il y a 10 000 manifestants environ. Il y a à peu près 10 000 manifestants, 9 100 si je regarde les chiffres d'hier soir. Ils ne s'en prennent pas aux forces de l'ordre, ils ne rentrent pas dans Rungis, ils ne rentrent pas dans les aéroports parisiens, pas dans Paris. Mais si jamais ils devaient le faire, évidemment, je répète que nous ne le laisserions pas faire. Et Bruno Le Maire, qui était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews, n'a pas dit autre chose. L'ordre, il s'impose à tous. Et je pense que le ministre de l'Intérieur a été très clair sur ce sujet. L'ordre s'impose à tous et il ne s'agit pas de la même manière, nos aéroports bloqués ou Rungis bloqués. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a eu raison de rappeler que la France ne pouvait pas, ne devait pas être bloquée. Invités qui sont avec nous, Johan Barbe, qui est porte-parole de la FNSEA, président de l'Union des producteurs laitiers des Vosges. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis Monsieur Sénéclos, qui est agriculteur. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dans le studio et il y a quelques jours, vous étiez au téléphone avec nous. Et je vous avais eu, vous êtes agriculteur. Vous faisiez jadis d'ailleurs du tabac, des fraises. Aujourd'hui, vous faites des céréales. Vous êtes avec votre frère, je crois, dans l'exploitation. Oui. Vous faites 600 000 euros de chiffre d'affaires par an. L'un dans l'autre, plutôt moins que plus. Il vous reste en gros 18 000 euros par an chacun pour vivre. Et je vous avais dit, venez à Paris pour nous expliquer ce qui ne va pas. Et je suis là. On a fait chiche. Et en revanche, je veux que vous parliez dans le micro. Monsieur je suis là. Parce que vous n'êtes pas habitué à cette heure-là d'habitude. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs à cette heure-là Vous d'habitude? savez, moi j'ai pas d'horaire, on fait tout ce qu'il faut faire et surtout beaucoup de paperasse dont on se passerait en ce moment. Ah, vous faites de la paperasse dans votre exploitation? D'ailleurs, on vient d'augmenter le tri des déchets, nous avons rajouté une poubelle de plus, voire 2 poubelles de plus. On trie les verres, les papiers maintenant, le plastique, la paperasse. Et d'ailleurs, les normes. Bon, et vous nous aviez dit, c'est ça qui m'avait alerté, parce que je ne savais pas précisément ce que c'était, vous avez dit ne plus tenir compte des compteurs d'eau. Les compteurs d'eau dans votre activité, c'est quoi ? Les compteurs d'eau, ce sont des compteurs qui, depuis quelques années, nous ont été imposés. Alors, qu'il y ait des compteurs sur des réseaux d'irrigation collective qui permettent d'établir une facture, des coûts de fonctionnement et tout ça, c'est très bien. À savoir que notre réseau nous a été confisqué. Il a été fait en 1976 et nous a été confisqué il y a une paire d'années par ces syndicats qui se sont mis en place et qui petit à petit ont récupéré la manne. Nous, un réseau qui faisait 2000 hectares a été récupéré pour à peine 40 000 euros à l'époque. Mais pardonnez-moi, je comprends rien. Les syndicats ont récupéré quels syndicats? Des syndicats d'irrigants qui se sont constitués de l'administration autour des agences de l'eau pour faire passer la carotte, quoi, en gros. Alors aujourd'hui, on paye de l'eau, on paye des installations, on paye très cher. Le prix de l'irrigation chez nous est passé de 190 francs à l'hectare, même pas, on était même à 90 francs au début des années 76. Aujourd'hui, on est à peu près à 5, 600, 700 euros à l'hectare. Sur une céréale, c'est plus supportable. Donc aujourd'hui, vous êtes libéré de ça et vous arrosez quand vous voulez. C'est ça que ça veut dire. Non, on n'est pas encore libéré de ça. C'est une action qu'on a conduite sur notre barrage de l'axe 7 Vallée du Rhône, puisqu'on a décidé de manifester, de bloquer l'axe 7 mardi matin à 4h du matin, parce que justement, on ne voyait pas les syndicats bouger, on voyait personne bouger. Je voyais mes amis là-bas et surtout, je voyais que l'Europe agricole, tous les agriculteurs, alors qu'on dit qu'il faut se battre à l'Europe, mais je vois que tous les agriculteurs européens sont dans la rue. L'Allemagne, la Roumanie, l'Italie. Donc c'est bien qu'il y a un problème avec ces accords d'échange internationaux qui nous ruinent. Donc si vous voulez, c'est des problèmes dans les problèmes. Même nous aujourd'hui, ce qu'on veut, et on l'a fait fermement par décret 49.3 du gouvernement d'agriculteurs réunis à Albon
le jour même, on a décidé de déposer les compteurs d'eau. Et on ne reviendra pas sur la Mais ça, situation. c'était une décision européenne ou c'était une décision française? C'est une décision de déposer les compteurs d'eau qui est une décision de bon sens des agriculteurs. Non, mais la qui les supportent. décision qui vous imposait cela, elle est européenne ou elle est française? Ah non, là je pense que le comptage de l'eau, c'est l'agence de l'eau, c'est l'agribashing, c'est les écologistes qui petit à petit on fait Donc mettre ça, tout ça en c'est place. les normes, parce qu'on Tout à découvre fait. effectivement les dingueries écologiques dans cette séquence et les folies normatives européennes. Tout à fait. Non, mais Bon, les deux on va s'enchevêtrent et c'est une On va catastrophe. marquer une pause. Je disais tout à l'heure que vous ne semblez pas forcément d'accord, alors que vous êtes des représentants du même milieu, et que la FNSEA, me semble-t-il, ne semble pas ou écouter ou être accord avec parfois les agriculteurs que j'entends. Mais M. Barbe pourra évidemment me démentir là-dessus. Il est 11h10, on va marquer une première pause. Je vais saluer notre petite équipe qui est là et notre ami... J'ai eu peur. Oui, c'est pas pareil. Hein. Fabrice Lafitte. Comment? Vous avez dit notre amant. Oui. Non, Enfin, notre je ami. l'ai dit pas en Notamment, public il quand voulait même, Pascal. Je lui avais demandé de rapporter des chips françaises parce qu'elles sont fabriquées près de chez vous. Elles sont fabriquées dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France, Bon. mais à la limite de Seine-et-Marne. Et donc il y avait des agriculteurs, des paysans qui étaient hier Absolument. sur des barrages. Sur les barrages, et vous êtes oui. allés, ils vous les ont donnés ou vous les avez payés? Non, ces chips celles-ci, ils me les ont données, ils me les ont offertes. Donc on les salue, on les remercie. On les remercie beaucoup. C'est Bon. la chips française. Donc C'est des c'était chips artisanales. artisanales, absolument. Bon. C'était sur le barrage de l'autoroute A4. Ils vous près de les ont Champigny. donnés. Donc Elles ont là, l'air très c'était à bonnes. consommer avant 1982, c'est marqué. Mais bon, Oui, peut-être. Comme votre playlist. D'où l'intérêt. J'en avais mangé une tout à l'heure. c'est des stocks qu'ils Pascal. vous ont donnés. En peut-être. fait. Non, mais on les remercie. Épaisse et croquante, lentement au chaudron. Elle est cuite lentement au chaudron et finement salée. C'est vrai que ça, c'est très très bon. Ah oui, non, mais c'est bon. Hein, bon. Et un bon Nutri-Score aussi, Nutri-Score B. Ça veut dire quoi, Nutri-Score? Bah, ça va, c'est bon. c'est Il y a bon. des bons trucs Je dedans. peux en manger. Vous Bon. pouvez. Donc il nous a apporté aux 3 herbes et échalotes picardes. Je remercie également, je ne sais pas si vous aimez les chips, Monsieur Olivier Guénec, dit Monsieur Boubouk, puisqu'il s'occupe de la page Facebook qui est en pleine augmentation actuellement avec... Ah, en pleine expansion, vous voulez dire. Attendez, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Vous êtes à combien? Là, Combien de fidèles? on a gagné quasiment 1000 personnes depuis hier. Attendez, oui, Donc on oui. est à combien? 13 000 alors? On est à 12 000 et quelques, oui, exactement. Hier, Oui, on oui, était c'est à ça. 11 800. Donc si on est à 12 000 et quelques, vous êtes... Arrêtez. Vous Attendez. avez une manière de commenter, vous me faites peur. Il y a plein de personnes qui envoient des messages Allez. pour Thierry. Qu'est-ce qui se passe, DJ Fab? Je voulais juste rajouter qu'avec Oui. les chips, vous avez quelques bières de Seine-et-Marne de la brasserie Rabourdin. Oui, alors... Qui nous ont et été alors offertes là, à consommer avec modération. Je bien vais vous sûr. dire quelque chose qui va vous étonner. L'autre jour, je vous ai dit que j'avais jamais mangé une pizza. Bon, et ben je n'ai jamais bu une bière de ma vie. Vous entendez bien? Jamais. Donc ça sera peut-être la première, mais Jour par deux. je ne bois pas de bière. Ce sera la Je première. ne sais pas pourquoi. Il est 11h12, à tout de suite. 11h-13h, vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Johan Barbe est donc avec nous, il est porte-parole de la FNSEA, président de l'Union des producteurs laitiers des Vosges. Ce qui me frappe effectivement dans cette séquence, c'est qu'on a le sentiment que, ce qui est bien normal d'ailleurs pour un syndicat, vous ne pouvez pas représenter tout le monde, mais quand même que la base, elle n'est pas du tout sur votre ligne. Alors, je voudrais déjà tout d'abord rappeler qu'effectivement, je suis aussi agriculteur et surtout producteur de lait sur le département des Vosges. Rappeler que notre base, effectivement, elle est compliquée, diverse, parce qu'on veut représenter toutes les agricultures. C'est là que c'est compliqué à la FNSEA, et j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'on se fasse dépasser par notre base. Tous nos mouvements sont maîtrisés. Effectivement, on entend des voix dissidentes de dire qu'on n'a pas demandé assez, qu'on n'a pas demandé ceci. Enfin, je peux vous dire que le travail qui a été fait à la FNSEA, en étroite collaboration avec l'ensemble des présidents des départements, on a réuni tous les présidents de département plusieurs fois par jour là, pour savoir les mesures qu'il fallait aller demander, pour connaître l'état de détresse de tous les départements à l'instant où les mouvements étaient en place. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces 120 mesures, qui sont actées par nos territoires. Nico veut vous dire quelque chose. Je crois que Nico, on l'a eu il y a quelques jours. Bonjour Nico, vous êtes agriculteur? Oui, bonjour. Non, moi c'est Nico, le pas content des agriculteurs. Ah, donc vous êtes le pas content des agriculteurs, Oui, c'est c'est bien ça. ce que je dis. Non, du tout. Non, moi je suis le citadin qui Oui. fait des reproches aux agriculteurs, moi. Ah oui, Pas donc Nicolas, l'éleveur de c'est pas chèvres, exactement Non, du ce tout, dont non, on non, parle non, c'est actuellement. pas- Donc Nico, j'ouvre dans quelques instants parce que le sujet que nous sommes en train de traiter, c'est est-ce que les agriculteurs se retrouvent dans le mouvement et dans le syndicat de la FNSEA. Alors Monsieur Sénéclose, qui est lui un agriculteur, je ne sais pas si on peut dire de base, et puis après on donnera la parole à ceux effectivement qui, oui, c'est un peu péjoratif, un agriculteur de base, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui effectivement est confronté à une réalité, à l'Europe, à la suradministration française et qui peut-être ne se reconnaît pas précisément dans ce syndicat. Non, tout à fait. Je suis un agriculteur de base, donc ça ne me gêne pas du tout. Comme beaucoup d'agriculteurs sont des agriculteurs de base, et comme beaucoup d'agriculteurs ne gagnent plus leur vie aujourd'hui au travers de la rémunération qui leur est faite, c'est dénoncé. Je suis un peu surpris que mon ami Xavier, qui avant tout est un agriculteur, il a rappelé, produit du lait, a les mêmes difficultés que les autres, a une appartenance à un syndicat que j'ai quand même tendance un petit peu à attaquer par... Mais pourquoi qu'on comprenne ? Pourquoi ? Parce que je pense que, moi, personnellement, connaissant quand même un petit peu la géographie géopolitique de l'économie, je pense quand même qu'aujourd'hui, le dirigeant de la FNSEA n'est pas à sa place. J'ai connu l'évolution avec Madame Lambert. Mais pourquoi ? Expliquez-nous, parce si on comprend défend rien. les intérêts des multinationales. Il est à la fois un dirigeant de multinationale, il est à la fois conseiller d'administration sur 20 sociétés des multinationales. Ce sont des gens qui, quand il y a des conseillers d'administration, est absent, excusé, est absent, accusé. Concrètement, quelles sont les mesures qu'il défend et avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord ? Mais les mesures qu'il défend, donc avant tout, c'est tous ces traités de libre-échange, on en a cité, le Mercosur. Donc le Mercosur, le FNSA est pour le Mercosur. Ils sont contre. Je peux pas laisser ils sont contre, parallèlement, leurs élus, quand ils sont représentés à l'Europe et à Bruxelles, votent pour... Quels élus qui sont à l'Europe et à Bruxelles ? Est-ce qu'un ancien dirigeant des jeunes agriculteurs, Jérémy De Serle, défend le Mercosur à Bruxelles ? Monsieur Barbe, non. Donc vous êtes contre le Mercosur. Mais oui, on est contre contre le Mercosur. D'accord, on n'est pas contre... Je suis sûr, quand on est béotien comme moi sur ces sujets, on a du mal parfois à comprendre les revendications des uns et des autres. Soyons clairs, je veux dire, aujourd'hui, effectivement, on peut faire de l'opposition médiatique à se dire les uns contre les autres. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs de territoire, plutôt que de base, c'est des agriculteurs dans les territoires. On a commencé nos actions FNSEA, jeunes agriculteurs, depuis la mi-octobre. Pourquoi ? On a dit, on marche sur la tête. On a été voir tous les élus locaux pour retourner nos palos des communes. Ça a été repris en masse et surtout soutenu par tout le monde. C'est ce qui fait la force de notre mouvement actuel. C'est qu'aujourd'hui, au-delà de ce qu'on pense, la population nous soutient, mais les élus des territoires ont besoin d'une agriculture forte, des agriculteurs présents partout, de l'élevage, des céréaliers. Mais manifestement, ça ne marche pas. J'entendais Marine Le Pen, pas Marine Le Pen d'ailleurs, Marion Maréchal hier expliquer, Marion Maréchal dire en fait ça ne marche pas, il faut renverser la table. Et renverser la table comment ? C'est la chaise vide. C'est-à-dire qu'on ne paye plus. C'est-à-dire que vous payez 22 milliards, l'agriculture française paye 22 milliards et vous en touchez 11, moi on m'avait dit 11, mais ça peut être 14. Pour le fonctionnement de l'agriculture, pas qu'il retombe aux agriculteurs. Donc, comme ça ne marche pas, il faut que Emmanuel Macron dise, politique de la chaise vide, ce qu'avait fait en son temps le général de Gaulle. Parce que la PAC, la politique agricole commune, elle est pervertie, détournée. La base, c'était... C'est la Commission européenne qui décide. C'est pas ni vous, ni machin. Mais moi, quand je dis... qu'un représentant de la FNSEA, je ne connais pas M. Rousseau, je regarde en diagonale dans les grandes lignes, je ne l'agresserai pas personnellement. Je connais, l'autre jour on a vu sur BFM des exploitants céréaliers dans l'Île-de-France qui gagnaient 3 500 € par mois. Ça ne me choque pas s'ils travaillent 60 heures par semaine, qu'ils gagnent 3 500 € par mois alors que dans l'Ariège, ils ne gagnent que 300. Ça ne me choque pas. Je n'irai pas attaquer M. Rousseau sur son exploitation. Il a construit, ses parents lui l'ont donné, je n'en sais rien, je ne le connais pas. 700 hectares, pour moi, c'est pas effarant céréales, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup moins. Et ça ne me choque pas qu'un M. Rousseau ou des agriculteurs de la Beauce gagnent 3 500 € par mois. Il y a plein de gens qui gagnent 3 500 € par mois, qui font 35-39 heures de présence par semaine, qui ont des RTT et qui ont 5 semaines de congés par an, voire le 13e mois payé. Donc ça ne me choque pas là-dessus. Ce qui me choque fondamentalement, c'est que quand même les accords de libre-échange, TAFTA, CETA, Mercosur et tant d'autres qui arrivent ces jours-ci, qui viennent d'y signer en catimini par une commission européenne qui est souvent, d'ailleurs, un rassemblement de personnes qu'on a virées dans les gouvernements précédents dans les années 90-92. Hein. On peut tous les prendre à part, ils sont tous dans ce précaré protecteur. Et ces gens-là... rappeler quand même sur la... je pourrais terminer, s'il vous plaît. Bon, terminé, monsieur Sénéclot. Voilà, ces gens-là, je veux dire, ils sont là, et ils sont en accord avec les multinationales. Et libre-échange dicté par les États-Unis, je regrette, moi. Il y a qu'à regarder. En fait, il y a deux problèmes que j'ai identifiés. Le libre-échange, effectivement, avec les accords Mercosur, ça, les agriculteurs n'acceptent plus ça. Et puis la deuxième chose, c'est les normes européennes et écologiques, les dingueries écologiques. Ça, c'est encore chose. Ça, c'est-à-dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Bruxelles ordonne aux agriculteurs une partie de jachère. C'est bien cela, de 10%. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui sur les territoires, par rapport aux normes, il ne faut pas qu'on oppose l'agriculture contre l'environnement. Ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est la surenchère normative permanente d'ONG environnementales qui aujourd'hui disent vouloir rejoindre
les mouvements agricoles. Ouais, c'est super. Mais la réalité, c'est que c'est quand même eux qui nous ont mis dans la rue, qui nous ont mis dans le dur. Parce que chaque agriculteur, aujourd'hui, son exploitation ne peut plus entreprendre. On a parlé d'une problématique sur les... Mais ce n'est pas la seule. On a une problématique sur le curage des fossés, l'entretien des fossés. L'agriculteur a toujours été là pour façonner les territoires et les entretenir. Ce qu'on nous empêche de faire aujourd'hui par des directives, des décrets, des arrêtés, tout ça qui s'empile, chacun y met du sien pour mettre des freins au développement de l'agriculture. Aujourd'hui, ce qu'on demande au gouvernement, c'est clair, c'est un changement de cap. Un changement de cap pour justement... Mais est-ce que le gouvernement peut le faire sans Bruxelles? Oui, une grosse partie, il y a la partie qu'on appelle franco-française, les normes franco-françaises. Enfin, il y a quand même des exemples énormes. Le curtage des fossés, c'est franco-français? Mais oui, il y a une directive européenne qui encadre effectivement l'entretien des cours d'eau. La réalité, c'est qu'en France, quand on a réécrit, quand on a fait la surtransposition franco-française, on a créé des normes en plus. Et à chaque fois, on a créé des choses en plus. Et en fonction des territoires, on a remis en plus. Écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Nord. On dit quand même que c'est quand même globalement dû à la montée des fonds des rivières. Pourquoi? Parce que quand on ne cure pas, si vous mettez 80 cm dans le fond d'un cours d'eau, c'est 80 cm d'augmentation indirecte du niveau de l'eau dès qu'il va commencer à pleuvoir. Et ces crues auraient pu être, alors je ne dis pas éviter, il faut faire attention, en partie. Minorées dans beaucoup des territoires si on avait entendu les agriculteurs de longue date pour justement entretenir ces cours d'eau. On a aussi la biodiversité qu'il faut préserver, mais derrière, l'agriculteur ne doit pas être menacé en permanence. L'OFB qui arrive sur nos exploitations armées, c'est juste inacceptable. Je voudrais rebondir sur c'est des clauses et après on échangera avec les auditeurs. Sur le fond, je suis à peu près d'accord là-dessus avec monsieur, pas avec son syndicat, avec ce monsieur. Mais je veux dire, moi j'ai eu des problèmes. De son syndicat, on a eu le même problème. Moi, il y a quelques années, je me suis battu, j'étais pas élu. À l'époque, j'ai fait qu'un mandat à la région. Et les gens, l'exécutif de notre région, que vous connaissez bien, ont accompagné ces normes, ces mises en place par des subventions, un brouillard pas possible, et ont dépensé des millions d'euros là-dedans pour nous embêter. J'ai défendu il y a quelques années un collègue, j'étais pas élu. Il avait utilisé du Roundup le long d'un fossé sec pour tuer des ronces. Il a été convoqué, il a été un procès verbal dressé, à l'époque c'était pas l'OFB, c'était la police de l'eau. Il a un procès verbal devant lui pendant 3 mois. Vous êtes condamné, possible d'une prison de je sais plus combien d'années, 7 ans, et de 150 000 euros d'amende. Un gars qui fait pas 10 000 balles par mois, par an de salaire. J'ai été à la maison de la justice, j'ai dit, vous lui foutez la paix, sinon on fout le département à l'envers. Ça a été réglé. La pause, on revient dans une seconde. Merci beaucoup. 11h-13h, vous écoutez Pascal Prévost sur Europe 1, bonne matinée. D'accord, je pensais que vous alliez l'interrompre. Non, les chips, c'est bon, les chips. Le problème, c'est que c'est pas très... Un peu quoi, calorique, c'est ça? Je pense. Ça dépend comment on les consomme. Si tous les jours, bah oui. Moi, je les consomme par la bouche, personnellement. Elles sont B, celles-ci. Elles sont classées B. Non, mais elles sont B. Elles sont classées B, c'est vert. Et alors, c'est où est-ce que vous voyez ça? Ah oui, B. Ah ouais, alors B, c'est Nutri-Score. Oui, ça va. Ça serait mieux. Pour des chips, oui, mais pour des chips, c'est forcément un peu gras. Donc B, c'est bien. Faut enlever le sel pour qu'elle soit. Moi, je trouve que la radio, ce serait une belle reconversion. Tiens, pour parler de frites pendant une heure, on fait les cons, on rigole, on prend 10 000 balles par mois. Moi, ça me plairait bien. On prend 10 000 balles par mois, mais qui? Peut-être monsieur Boubou, parce qu'il a un gros salaire, mais nous... Non, attendez, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout. Mais là où vous avez raison, et je le mesure chaque jour, nous faisons un travail, d'abord on a beaucoup de plaisir, ça comme vous, j'imagine, j'espère en tout cas que vous avez beaucoup de plaisir, parce que le plaisir est la motivation numéro 1, mais c'est vrai qu'on travaille moins que vous. On ne travaille pas du 1er... moi, je ne travaille pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est vrai, non, on est au 30 quand même, au 30 décembre. Voilà, bon, vous avez pris combien de journées de... Je pose ces questions tous les jours aux agriculteurs. Vous avez pris combien de jours de vacances en 2023? Mais je pars pas en vacances. Moi, je vais découvrir 2 ou 3 choses différentes, mais je pars pas en vacances. Je n'aime pas partir en vacances. Je m'épanouis dans le travail, je m'épanouis dans les projets, et je me cultive beaucoup. Bon. Est-ce que vous avez des loisirs? Est-ce qu'avec 18 000 euros de revenus nets par an, c'est vrai que ça ne vous laisse pas beaucoup de possibilités de loisirs, de voyages et de choses qui peuvent... Voilà, c'est des sommes qui ne sont pas... Effectivement, c'est 1 500 euros par mois, c'est des sommes qui sont basiques au regard des heures qui sont faites. Finalement, heureusement qu'on n'a pas beaucoup de vacances, qu'on n'a même pas les revenus pour se payer de belles vacances. Oui, alors ça, monsieur Pardon, mais c'est la réalité quand même dans l'agriculture. Mais aujourd'hui, vous êtes moi, producteur de lait, quand je veux quitter mon exploitation, alors j'ai la chance d'avoir des parents qui me secondent sur mon exploitation, parce qu'ils sont encore avec moi. Mais la réalité, c'est qu'il faut trouver
des salariés qui veulent venir faire le boulot sur nos exploitations. Et aujourd'hui aussi, on est en pleine crise quand même des vocations pour venir dans les élevages, notamment laitiers et allaitants, parce que le message qui est passé par les agriculteurs, malheureusement, est toujours négatif. Comme on ne vit pas de notre métier... J'entends bien, mais vous, par exemple, vous êtes combien? On s'auto-alimente dans le mauvais sens. Vous êtes combien dans votre exploitation, monsieur Barbe? Donc à mes parents, et un salarié en plus pour... Donc vous êtes... et votre épouse, peut-être? Non, mon épouse est infirmière puéricultrice. Donc c'est intéressant, d'ailleurs, parce que à la génération d'avant, souvent, c'était des couples d'agriculteurs. Et D'ailleurs, mes parents le prouvent. Bon. Et vos enfants, par exemple, je ne sais pas si vous avez des enfants. J'ai des enfants, donc un garçon qui a 15 ans bientôt et qui est, lui, en vocation agricole, puisqu'il est déjà dans une école d'agriculture. Ah, donc il peut reprendre l'affaire. Le chiffre d'affaires de votre exploitation, sans indiscrétion, vous pouvez le donner ou... On est à 1 300 000 € de chiffre d'affaires, parce qu'on fait un peu de polyculture élevage. Donc là, vous en sortez mieux quand même. Il y a un peu d'argent, il y a plus que 18 000 € de revenus par an pour vous. Par personne, non. Par personne, il n'y a pas ça. Non, parce que le problème de l'élevage laitier, c'est que c'est énormément de capitaux. C'est du chiffre d'affaires, mais derrière, il y a énormément de remboursements. Tout ce qu'on nous demande, tout à l'heure, on parlait de la surcharge normative. Aujourd'hui, je suis toujours en train d'investir dans mes bâtiments parce qu'ils ne sont jamais plus aux normes, en fait. Il manque toujours de la place pour les animaux, il manque un ventilateur pour le bien-être. Vous avez combien d'animaux? J'ai aujourd'hui 120 vaches laitières et une trentaine de vaches allaitantes. Et donc, avec 150 bêtes, vous arrivez effectivement, en termes de production de lait, à être suffisamment performant. Qui vous achète votre lait? Aujourd'hui, donc c'est l'Union des producteurs de lait des Vosges qui achète le lait, mais c'est l'entreprise Sevencia qui me le transforme. Donc c'est transformé essentiellement en caprice des dieux et qui est toujours une problématique parce qu'on a du mal à trouver des accords, même si on en a trouvé un hier sous la pression justement des barrages à cette heure-ci et aussi de la grande distribution qui ne veut pas signer d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord avec les producteurs. Donc ça, c'est normal. Mais la réalité, c'est que derrière, on n'arrive toujours pas à arriver à nos coûts de production. Mais alors, et Lactalis, c'est encore bien plus loin. Mais alors, Lactalis, ce qui est extraordinaire, c'est que Lactalis, monsieur Lactalis, il pèse 40 milliards, si j'ai bien compris, et il est 6e fortune de France. De France. 6e fortune de France. C'est ça. Du TAFTA ou du Mercosur, là. Donc là, il s'est enrichi personnellement sur le dos des producteurs de lait depuis des années. Il ne doit pas être content s'il nous écoute et puis il ne peut pas vous répondre. Si vous parlez comme ça. Mais il pourra me rappeler. Parce qu'il doit dire qu'il vous fait vivre aussi et que sans lui, vous seriez plus en difficulté. La différence, c'est qu'il nous fait survivre. Oui. Lui, il dit ouvertement qu'il y a trop de lait encore en France parce que ces usines sont en train de se délocaliser. Donc la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des paysans qui arrêtent la production laitière, lui, ça lui fait presque plaisir. Parce que derrière, il pourra fermer des usines dans des secteurs. Et tout ça, il l'envoie soit sur l'Italie, l'Espagne, Pologne, Roumanie. Qu'est-ce qu'il envoie sur sa production? Non, les usines sont parties là-bas. Oui. Bon, c'est vrai que c'est des sujets. J'espère que les gens nous suivent parce que c'est des sujets assez techniques, en fait, et très complexes. Vivent les paysans, quoi. Bon, bien sûr, mais il parle jamais d'ailleurs, monsieur Lactalis. C'est Beignet, non? Emmanuel Beignet. Emmanuel Beignet. 6e, moi j'ai appris ça ces dernières heures, 6e fortune de France. 40 milliards. Je voudrais rebondir sur l'intervention de mon collègue. Juste un mot de Nico quand même, qui est auditeur, qui voulait vous dire un petit mot. Bonjour Nico. Oui, bonjour à tout le monde. Depuis tout à l'heure, vous étiez là. Alors vous n'aimez pas les agriculteurs. Je ne sais pas si vous êtes le bienvenu à notre micro. Non, je les aime bien, mais c'est leur manière de faire que j'aime pas. Elle est plutôt bien, leur manière de faire. Ah non, pas du tout. Franchement, je suis à la fois jaloux et puis à la fois hors de moi. Et en plus de ça, il y a une chose aussi où ils se tirent une balle dans les pattes que j'aurais bien voulu leur mettre, leur soumettre pour voir ce qu'ils en pensent de mon idée. Parce que moi, c'est rapport à Rungis. Moi, il y a un truc que je trouve complètement paradoxal. Les mecs, ils veulent bloquer Rungis, mais ça veut dire qu'indirectement, ils donnent pas la possibilité aux consommateurs de goûter leur terroir et ils empêchent des commerçants qui vendent leurs produits à eux de pouvoir travailler convenablement. Donc le mec, ça veut dire, il s'empêche à lui-même de vendre ses produits et il empêche à des gens de pouvoir et vouloir travailler. Moi, je dis franchement, aller bloquer Rungis, c'est complètement une mauvaise idée. Mais par contre, pourquoi ils ne sont pas allés bloquer Lactalis? Ça aurait été peut-être plus intéressant. Alors, question qui est posée. Alors, moi, ça m'ennuie un peu de cibler Lactalis, parce qu'il ne peut pas vous répondre, et puis c'est un industriel, et puis sans doute a-t-il des arguments à faire valoir, mais est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Je ne répondrai pas pour Lactalis, mais à quelque part il a raison.
C'est aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ces gens qui brassent des milliards, tout ça, peuvent pas mettre 100 € la tonne ou 150. Je crois que le CER, arrête-moi si je me trompe. C'est quoi le CER de gestion. Le centre de gestion des agriculteurs avait. Parce que là, vous êtes à la radio, hein, vous n'êtes pas entre vous. Le CER, tout ça, faut qu'on comprenne. Le CER, centre de gestion comptable de beaucoup d'exploitations agricoles, ça n'est pas les sols, avait établi il y a 10 ans, en multiplexant les comptabilités, pour qu'une exploitation d'élevage soit transmissible, il fallait que le lait soit à 650 € la tonne. On parle de 10 ans. Moi, vous elle est à combien la tonne de lait aujourd'hui un producteur à peine 450. Bon, vous avez compris. Et moi, si elle était à 650, il gagnerait autant d'argent, monsieur Lactalis, ou pas? Oui, mais il le gagnerait différemment, parce que la réalité, enfin, je veux dire, sans cibler que Lactalis, parce qu'effectivement, on a aussi d'autres acteurs économiques qui jouent pas le jeu sur le territoire. Oui, c'est vrai. Mais on va pas les citer ici. La réalité aujourd'hui, c'est que derrière, quand on paye des producteurs, forcément, c'est ce qu'on appelle les lois Egalim. Donc, il y aura un prix en cascade. Donc ça veut dire que c'est le consommateur malheureusement final. Donc il ne faut pas non plus qu'on aille dans des excès. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à minima à la profession, c'est d'être rémunéré à minima à 450, juste pour être au SMIC. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est quand même quelque chose autour des 500 €. Le problème de la FNSEA, c'est qu'ils viennent chercher des minima. Je vous dis qu'il y a 5 minutes, le CER avait des cabinets d'experts comptables, avait établi un rapport. Non, mais attendez, c'est scandaleux. Oui, vous parlez à vos collègues agricoles. Moi, j'étais avec un agriculteur hier, comme vous, qui a 150 vaches. Il est à 550 balles à la tonne. Il fait travailler ses parents, comme vous. Donc, pourtant, on mériterait leur mettre une retraite de 800 balles par mois. Je vois pas un gars qui quitte le pilotage du TGV, que son père va lui aider à conduire le train. Vous mettez vos parents esclaves, vous demandez encore la misère, la FNSEA. C'est ça le problème. Déjà, mes parents, ils ne sont pas esclaves. Premièrement, parce qu'ils sont sur l'exploitation pleinement reconnue. Et encore là, la réalité aujourd'hui, il faut quand même qu'on en soit conscient. Parce que c'est pas parce qu'on criera plus fort qu'on va nous comprendre mieux. Mais la réalité aujourd'hui, il faut des prix. Compris, vos collègues. Mais il ne nous faut pas des prix qui soient démesurés pour que le consommateur ne puisse plus acheter non plus. Arrêtez, on comprend qu'il y a une partie des consommateurs qui ne comprennent pas. Et nous, la réalité sur effectivement un blocage de Rungis, c'est pas les FNSEA qui est vers le blocage de Rungis. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se doit d'aller bloquer les sites industriels et les chips sont bonnes, donc il ne faut pas bloquer tout. La gastronomie française est très bonne, mais on est devant des sites comme Lactalis, Savencia, aujourd'hui, au niveau de la FNPL, donc la Fédération nationale des producteurs de lait, parce qu'il y a une médiation qui est en cours entre les producteurs et ce grand groupe industriel. Une médiation pour obtenir 450 € la tonne de lait, alors qu'il manque pratiquement 200 € la tonne de lait. Quand on parle du lait producteur... J'aimerais quand même des chiffres, pourquoi arriver à ces 200 € de plus ? C'est le CER, un cabinet comptable qui a pris des bilans, qui les a débriefés, qui a dit pour équilibrer un bilan qu'une exploitation soit transmissible sans être pas, sans aucune aide. À votre fils. Il ne faut pas se tromper de combat. Moi, je voudrais bien terminer. Non, oui, mais terminer. Comme vous dites, on va. Non, je crois que là encore, on a un exemple justement de la FNSEA qui va aller chercher un minima, quelque chose avec des aides-PAC dans des accords pseudo-machin. Donc tout ça, les agriculteurs n'en veulent plus. Les agriculteurs, ils veulent des prix rémunérateurs. Et quand vous parlez du lait producteur, qui est un lait avec toute sa matière grasse, et quand vous parlez d'un lait en comparatif qui est un lait demi-écrémé dans lequel il reste à peu près de l'eau et l'emballage, je pense que la plus-value elle est faite ailleurs et qu'on peut bien mettre 20 centimes de plus au lait de lait producteur pour qu'ils visent normalement leur production. Excusez-moi. 20 centimes, ça fait ce qu'on a demandé. On est à 430 plus 20 centimes, Messieurs, ça fait 450. C'était intéressant de vous écouter, même si ces débats-là sont un peu techniques, et je pense à l'auditeur, et c'est pour ça qu'il y a 20 besoin... 20 centimes, ça ne fait pas 430, monsieur. Ça fait 630. Faudra apprendre à compter. Alors, soyez aimable avec monsieur Barbe, quand même. Vous êtes sur 20 centimes consommateur.